Bien le bonjour les auditeurs. Avant toute chose, laissez-moi vous expliquer l'idée du podcast Café Solidaire. L'idée m'est venue lors d'un voyage détente où je cherchais à m'instruire et à écouter un peu des histoires des gens au travers des podcasts. J'ai trouvé directement comment devenir riche, comment créer une entreprise ou encore le bien-être personnel. Mais par contre, je n'ai jamais trouvé comment et pourquoi créer une association, ce qu'est d'être bénévole et découvrir tout ce milieu associatif et bénévolat énorme dans notre région liégeoise. Le concept du café solidaire, c'est d'aborder un sujet, et vous pourrez d'ailleurs en suggérer en commentaire ou par mail, avec une personne directement liée au sujet ou un expert dans le domaine du sujet autour d'un bon café. L'enregistrement est un peu particulier puisque nous n'enregistrerons pas dans un studio professionnel, mais au sein de la Cadrine à Malmedy, un centre de jour pour adultes porteurs d'un handicap. Lors d'un épisode, je serai mon propre invité et je vous raconterai pourquoi j'ai choisi d'enregistrer à la Cadrine et mon parcours de vie. Nous commençons les podcasts solidaires avec ce premier chapitre consacré à la fondation d'une ASBL. Avant toute chose, il faut d'abord déterminer sa motivation, et c'est le sujet du premier épisode de ce chapitre. Qu'est-ce qui nous anime ? Quelle est notre histoire ? Qui fait que demain vous décidez de créer une association ? Pourquoi vous investir ? Ce n'est pas rien évidemment, parce que créer une association, ça implique pas mal de choses que nous verrons dans les autres épisodes. Mais ces choses et ces engagements demandent évidemment d'être sûr de ce que l'on fait, de pourquoi on le fait et de comment on va le faire pour que ce soit surtout bien fait. On va recevoir dans cet épisode 2 personnes. La première personne, Bernard Lisbourg, est le fondateur de l'ASBL Cadre. L'ASBL est responsable juridiquement de la Cadrine, le centre de jour depuis lequel nous enregistrons. Donc bonjour Bernard et bienvenue chez toi finalement à la Cadrine, ce magnifique centre de jour à Malmedy dont tu as été le fondateur principal il y a plus de 20 ans. Merci. Tout d'abord, parle-nous un peu de l'homme qui est derrière tout ça. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Ta famille, ton histoire personnelle. Même avant de penser, il y a 20 ans, à créer ce centre, qui était Bernard Lisbourg, quoi ? Un petit garçon bien gentil, issu d'une famille nombreuse, élevé avec la religion catholique romaine, ce qui n'a pas été... ce qui a été important en fait dans mon parcours quand même. Une scolarité sans problème. Et puis une entrée dans la vie active à la SNCB, où j'ai d'ailleurs fait toute ma carrière. Et puis je rencontre, à l'âge de 19 ans, celle qui va devenir mon épouse, Monette Bastin, avec elle on a Daphné. Quel âge Daphné maintenant du coup ? 44 ans. Ouais. Question piège. Non, 44. Ouais. Et puis la naissance de Daphné, c'est un peu compliqué. Il faut faire une césarienne. Monette ne sait plus avoir d'enfant. Le désir d'enfant est toujours là. Et donc on chemine avec des personnes qu'on connaît bien. Et à l'époque, donc il y a 44 ans, impossible d'adopter des enfants puisqu'on avait déjà notre premier enfant biologique. Donc déjà à l'époque c'était compliqué d'adopter en fait. Oui, très compliqué. Et donc on se tourne quelque part un peu naturellement alors vers les personnes porteuses de handicap. Il y avait, pour un enfant normal à adopter, il y avait 10 demandes. Et il y avait 10 enfants porteurs de handicap pour une demande. Donc là, on était dans une échelle de valeur complètement inversée. Et donc, donc là, on a fait un parcours avec des psychologues, des assistants sociaux, etc. Et en 1986, Nicolas arrive, il a 2 mois, il est trisomique, 21. Et de 2 ans en 2 ans, on a adopté après Benjamin, qui lui est sourd sévère, et puis Camille, qui est une petite fille trisomique. Et donc, on est dans le monde de la personne handicapée depuis 1986 quand même. Je deviens, dès l'entrée des enfants à l'école La Courte Échelle à Andrémont, je deviens le président de l'association de parents. Ok. Là, mon parcours est pris en charge en grosse partie par la FAPEO, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, dont l'école dépendait. Quand tu dis ton parcours, tu veux dire quoi ? En fait, parce que je deviens le président de cette association de parents, la FAPEO s'intéresse à moi et m'envoie en formation. Donc avec la SNCB, il y a des arrangements qui sont pris pour que je puisse être détaché pendant quelques semaines au fil des années. Et je deviens alors le président de la commission enseignement spécialisé de la FAPEO. Et c'est là que j'ai
vraiment appris ce qui était d'abord la présidence d'un groupe et apprendre. Enfin voilà, donc j'ai vraiment été formé par ces gens-là. Ça. Et donc, tout se passe super bien pendant tout le parcours primaire de mes enfants. Daphné se fait toute seule, ça a été une chance incroyable aussi. Elle nous seconde dans tout. On lui a même demandé parfois beaucoup plus que ce qu'on aurait dû lui demander, mais elle n'a jamais dit non. Et donc voilà, moi je regarde personnellement des souvenirs dont je suis vraiment fier. Les enfants alors passent dans le secondaire. Là, il y a déjà une association de parents, donc je me dis on n'a plus besoin vraiment de moi et je connais la problématique de la préscolarité et le manque cruel de places en centre d'accueil de jour en Wallonie. Donc déjà à ce moment-là, à ce moment-là, oui. Et donc déjà là, tu savais qu'il y avait l'après, quoi. Tu te préparais déjà à l'après, oui, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et j'étais pas le seul. D'autres parents se posaient la question aussi. Et donc, on chemine un petit peu. Et en 2004, on décide de créer une ASBL qui aura en charge la construction d'un centre de jour. Égoïstement, ça me permettait, moi, d'avoir mes 3 enfants dans le même centre de jour, ce qui ne serait jamais arrivé. Ce qui était impossible. C'était impossible d'avoir 3 places qui se libèrent. Il y avait des listes d'attente déjà à l'époque de 10 ans. Donc, je me suis un peu pistonné moi-même en créant ce centre. Et c'était un parcours du combattant, évidemment. On a été traité de fous des centaines de milliers de fois. Mais on a quand même trouvé beaucoup d'échos sensibles à notre quête et des gens qui étaient prêts à nous aider, à nous soutenir. Que ce soit le directeur de la Clarine, qui est à Saint-Jean aussi, du côté de Manage, et qui nous a ouvert absolument tous les documents qu'on a pu nous adapter au centre que nous désirions ici. Ce sont tous coups de main qui sont indispensables pour pouvoir arriver à une solution finale. Ouais. Et puis alors, savoir quelque part s'entourer de personnes extraordinaires. Je pense d'ailleurs que mon meilleur souvenir, c'est ça, c'est vraiment la rencontre de gens qui sont extraordinaires et qui vont au-delà des appels qu'on peut leur faire, etc. Je connais des personnes, il y a de la noblesse dans les gestes qu'ils ont posés pour nous, quoi. C'est vraiment formidable. Tout au cours des 20 ans, quoi, finalement. Ah oui, tout à fait. Chaque période a eu son lot de personnes remarquables. Voilà. Et alors ceux qui ont des parcours plus longs, ils sont restés fidèles, quoi, et ils ont fait confiance. Et puis les résultats mettaient parfois du temps à arriver parce que on a été souvent confronté à la situation du serpent qui se mange la queue. Là, hein. Tant qu'on n'a pas quelque chose, on n'a rien d'autre. Et puis, il faut casser ce sacro principe-là. Et donc, voilà. Mais toujours est-il que 20 ans après, la chose est entendue, elle est arrivée. Et maintenant, ça tourne. Et c'est vraiment que du bonheur. Voilà, alors tu disais tout à l'heure que la religion dans laquelle tu as été élevé a beaucoup joué. Et joué sur quoi? Sur la création d'une ASBL ou plutôt sur l'adoption? Non, pas sur l'adoption, plutôt sur l'homme que je suis devenu. Ça fait partie de mon patrimoine, j'ai été élevé là-dedans, même si aujourd'hui je suis un peu dissident de cette religion catholique romaine, parce qu'on se forge soi-même sa propre idéologie. Oui, tout à fait. Et puis, avec tout ce qui s'est passé et qui est connu de tous. Donc voilà. Il y a maintenant beaucoup et puis je suis devenu adulte, hein, donc enfant, on est beaucoup plus touché par tout ça, et puis une fois qu'on commence à se poser la question, il y a des choses qui changent, mais fondamentalement, je pense qu'on garde quand même ce qu'on appelle l'éducation, quoi. C'est ça, c'est finalement les bases et les fondations qu'on nous donne, et puis qui font que la maison est telle qu'elle après, quoi. Voilà. Pour rester dans le cadre de cette dans le cadre du bâtiment. Et alors, du coup, tu parlais aussi de l'association de parents où tu as été. Et je pense que tu as une belle anecdote à raconter quand même là-dessus. Un beau souvenir d'une association de ta vie dans l'association de parents. Le plus beau souvenir, c'est la prise d'otage, évidemment. Hein, on ne s'est pas passé à côté de ça. Ça a été très compliqué au niveau administratif. On revient en fait du congé de Noël, donc on est en début d'année.
Et là, le directeur me téléphone et me dit « Ben voilà, M. Lisbourg, j'ai encore 3 jours à faire et puis je m'en vais. Il y a une autre directrice qui vient prendre ma place. Je viens d'ouvrir le courrier et ça vient de Bruxelles, hein, la fédération. Et donc, je ne serai plus directeur dans 3 jours. » Par courrier, quoi. Par courrier. Très Pendant les classe. vacances. Pendant les vacances. Hein. Ouais. Et donc, je me rends à l'école le plus rapidement possible parce que j'ai des collègues extraordinaires à la SNCB et il est venu me remplacer. J'étais sous-chef de gare à Theux à cette époque-là. Et en arrivant, on m'explique qu'effectivement, il y a une directrice qui vient de Bruxelles et qui est imposée parce qu'elle a le brevet et que notre directeur, lui, ne l'avait pas. Mais il faut savoir que c'est une école autonome, donc il y a la signature aux banques, etc., pour payer tout ce qu'il y a à payer. Et que là, il fallait un délai de 15 jours, 3 semaines, en tout cas, pour que tout, au niveau administratif, soit accessible à la nouvelle directrice. Bon, moi, en tant que président de l'association de parents, je ne peux pas demander grand-chose, si ce n'est que les choses soient faites dans les règles. Ça, oui. Et que nos enfants, il y avait quand même plus de 150 dossiers là, dans cette école. Et, il fallait prendre le temps de les connaître, il fallait savoir de qui on parlait, etc., etc. Donc, on demande un délai supplémentaire. Et c'est là que, puisque j'étais membre de la FAPEO, j'ai fait appel à leur service et qu'on a appris qu'il y avait eu au final des délits d'initiés, qu'il y a eu carrousel de chaises musicales, etc. Enfin que c'était pas net. Un beau petit jeu politique, oui, comme on les aime. Voilà. Et donc ça s'est très bien terminé. Au final, j'ai quand même prévenu la police que je faisais une prise d'otage. La gentille policière m'a dit « Je vais vous passer mon chef ». Ça ne doit pas être fréquent qu'on sonne pour prévenir qu'on fait une prise d'otage. Hein. C'était comique quand même. Et puis... il m'a demandé si j'avais attaché les directeurs au radiateur. Je lui ai dit, non, on va faire ça bon enfant, hein, on n'est pas des sauvages. Et la police n'est même pas venue à l'école, quoi. Donc, ils nous ont fait confiance. Évidemment, la presse, toutes les presses ont relayé ce mouvement de mécontentement. Et ça s'est terminé après 3 jours, quoi. Donc, donc quand même 3 jours d'assaut, quoi. Oui, le ministre qui était en charge à cette époque-là a envoyé un médiateur. Et au final, on nous a donné raison. Donc, le changement s'est quand même effectué parce qu'il n'y avait pas moyen de faire marche arrière à tous les niveaux. Et donc, et qu'effectivement, la directrice avait le brevet et notre ancien directeur ne l'avait pas. Et donc, ça s'est arrangé, mais dans les règles. Et donc, voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais qui donne des coups d'œil franches pour envisager la vie dans la suite. Ouais. Mais alors, du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de le faire toujours maintenant ? On le ferait toujours, ça, à l'époque actuelle, une prise d'otage comme ça ? Je pense que ce serait quand même un peu plus surveillé. Tout le monde savait que c'était bon enfant. Les commentaires de la directrice et de l'ancien directeur sur les chaînes de télé, etc., on voyait qu'ils n'étaient pas en souffrance du tout, quoi. Donc, mais que voilà, il fallait s'accorder et trouver une solution qui aurait pu être trouvée le jour même. Mais voilà, il fallait que tout le monde soit de bonne volonté, ce qui n'a pas été le cas pendant 3 jours. Et c'est un peu finalement la vie aussi d'un président, enfin peut-être pas de faire des prises d'otages, mais de présider lors d'une association, de finalement remuer ciel et terre pour arriver à ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un peu la morale de cette histoire, finalement. Voilà, et si je dois retenir une chose, c'est que le ministre en charge à l'époque m'a dit « Vous vous rendez bien compte que je suis ministre de l'enseignement et que vous n'êtes qu'un petit président d'association de parents ». Et là, ça m'a fait tilt aussi et je me suis dit mais que rien, en fait, n'est impossible. Et que quand on parle d'impossible, pour moi, c'est une opinion, ce n'est pas un fait. Tu avais d'ailleurs une belle petite citation, non ? Oui, vas-y. Winston Churchill, c'est quand même le meilleur de tous. Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Un jour, un homme arrive et ne le savait pas, et il l'a fait. Parfait. C'est magnifique. Hein. Voilà, et puis alors, il y a 20 ans, du coup, tu décides, donc, comme tu disais tout à l'heure, de créer ton ASBL face finalement aux constatations de l'avenir de tes enfants. Mais alors, comment est-ce qu'on décide de créer une ASBL ? On se dit, OK, demain, je vais au tribunal, je vais déposer les papiers, et puis advienne que pourra, ou qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui nous passe par la tête ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi ? Non, je pense que j'ai eu un peu de chance quand même dans mon parcours, puisque en 1999, président de l'association de parents, on ne sait plus ramasser les vieux papiers pour faire un peu des sous pour la Saint-Nicolas des jeunes, etc. Donc on essaie de trouver d'autres débouchés, et je rencontre
une personne qui a été vraiment à la base de notre récolte de fonds. Il s'appelle toujours d'ailleurs Danny Toussaint, que je remercie ici encore une fois. Et il nous engage avec l'association de parents au circuit de Spa-Francorchamps pour les Formule 1. 1999, 4 personnes, 4 bénévoles qui appartiennent à l'association de parents ou qui sont de ma famille proche. On va travailler quelques jours, quelques heures à Francorchamps et on ramène de l'argent. À l'époque, je ne sais plus combien c'était, mais on ramène de l'argent et c'était très agréable. Le return vers les personnes qui viennent travailler était important puisqu'on a pu voir les formulas de façon gratuite après notre prestation. Et donc, on continue comme ça et en discutant avec les autres responsables d'autres associations qui travaillent aussi au circuit, on se rend compte qu'il y a moyen d'aller chercher jusqu'à 400 000 francs belges à l'époque par an. Et donc, on se dit, on va essayer de développer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, de 1999 à 2004, j'ai développé tout ça en quittant l'association de parents. On décide de faire alors, au nom de cadre, un premier événement avec les bénévoles. Et on rachète tout le patrimoine de l'association de parents. On avait déjà un groupe électrogène, on avait plein de choses. Et on rachète ça et on fait une enveloppe alors qu'on a donné au directeur de la courte échelle pour la création future d'une autre association de parents. Je ne sais pas ce qu'il en a été, mais enfin, on a été honnête aussi vis-à-vis de l'école. On ne voulait pas abandonner le navire comme ça. Et on ne voulait pas non plus perdre notre place, qui était quand même déjà une place un peu privilégiée. Après plusieurs années, on s'est rapproché beaucoup du circuit. La première intervention en 99, c'était à la sortie de l'autoroute à Francorchamps. Et puis, 4 ans après, on était déjà à l'intérieur des paddocks. Oui, donc, on a bien grandi, progressé, très, très vite. Ouais. Donc, vous avez monté ce projet jusqu'à ce que, finalement, vous vous dites, là, il faut qu'on fasse une SBL, il faut qu'il y ait une structure juridique derrière. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi cadre ? Parce que chaque lettre a sa signification. Hein, donc, c'est Centre d'aide au développement et recherche d'émancipation. Et ça, on l'a trouvé au détour d'un verre de vin un jour après une réunion qui a duré longtemps. C'est ça. C'est une réunion sur la voie 3. Voilà. Et donc, on a décidé ça ensemble. Et c'est vrai qu'on a mis du temps quand même à trouver le vocable exact, mais voilà, je pense que ça répond bien à l'idée qu'on veut se faire. Et ce qui est important aussi lors de la création, c'est que depuis 1999, on se rend compte qu'il y a moyen de gagner suffisamment d'argent que pour avoir un projet qui tient vraiment la route, quoi, hein. Donc, on sait que ça prendra du temps parce que ça coûtait déjà très cher. Ça a augmenté d'une façon pyramidale. C'était hallucinant, mais voilà, on s'en sort quand même encore. Et puis... l'histoire nous montre qu'on a eu raison d'insister et je pense que le futur s'annonce, ça va être très chaud, quoi, très beau. Oui, donc finalement on crée un projet. Donc là, vous avez trouvé cadre avec chaque lettre qui a sa signification et finalement on se rend compte d'ailleurs que 20 ans après, on est toujours bien dans la signification de ces lettres. Mais alors, comment est-ce qu'on détermine les grandes lignes d'un projet comme ça ? On ne se dit pas du jour au lendemain, on va faire une ferme pédagogique et il va avoir des chèvres. Ça se crée sur le long terme ou dès le départ, vous vous mettez à table déjà en disant quand on aura l'argent, qu'est-ce qu'on fera quand on aura de l'argent, quoi ? Non, en fait, le projet tel qu'il a été conçu, ça vient aussi un peu du hasard. On est avec tous mes jeunes, avec Daphné, Camille, Nicolas et Benjamin. On est en balade à Failly-les-Manages, on est en promenade et on va sur un marché. Et sur le marché, on rencontre une éducatrice qui était indienne d'ailleurs, indienne d'Inde, et des jeunes trisomiques qui l'accompagnent. Et ils vendent des produits. Et donc on s'arrête avec nos jeunes trisomiques aussi. Évidemment, le courant passe très très vite. Il se fait qu'elle est éducatrice à la Clarine. C'est un centre comme le nôtre à Saint-Jean, un service d'accueil de jour pour adultes. Que tu ne connaissais pas ? Que je ne connaissais pas du tout. Et on est resté là presque 3 heures, quoi, à discuter avec elle. Et puis, on convient d'un rendez-vous pour aller visiter la Cadrine et la Clarine, pardon,
Calarine, Cadrine, ce n'est pas innocent non plus, c'est parce qu'on veut que ce soit nos cousins, et donc Voilà. et donc voilà. Et puis le contact est passé directement, et on s'est dit mais c'est ce qu'il faut absolument pour nos jeunes, quoi, parce que quand on est allé visiter, on voyait que tant Camille, Nicolas que Benjamin et même Daphné étaient intéressés. Voilà, ça intéresse, quoi. Il y a les animaux. Ici, on est au début encore, mais je pense que ça va se développer, j'en suis certain, mais on va avoir des clapiers avec des lapins, on va avoir... tout ça va grandir avec le temps, et donc et voilà, se donner le temps, je pense que c'est important aussi, ne pas vouloir avoir tout de suite. Et puis alors, du coup, développer, grâce, comme tu disais, un peu à des hasards, des rencontres aussi, au détour de rencontres et de tes partages de projets, finalement. Et donc, tout ça se construit finalement autour de tes enfants. Et on se rend compte que ça se transpose finalement à toutes les personnes qui sont dans les mêmes difficultés. Puisqu'ici, on a rencontré, pour nos auditeurs, mais on a rencontré juste avant l'enregistrement le groupe actuel. Et ils ont l'air en effet tous épanouis, comme si depuis le début, comme s'il y a 20 ans, ils étaient déjà avec toi en train de réfléchir à ce projet, quoi. À peu près. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Ah oui, non, c'est quoi, vraiment chouette. Mais alors, là, tu détermines le projet, tu fais cette rencontre, et très vite, tu te rends compte qu'il faut de l'argent pour tout ça. Oui. Donc, tu le savais déjà avant, c'est pour ça que tu avais pu rentrer d'ailleurs au circuit, et que tu avais remarqué qu'au circuit, il y avait moyen de faire de l'argent, mais c'est pas le tout. On peut t'offrir plein de services, il faut des gens. Voilà, donc, c'est ça l'objectif, finalement, après. Voilà. Et donc, ça a été ça l'objectif, et très vite, je me suis... collé un GSM dans les mains, et j'ai donné vraiment beaucoup de coups de téléphone. Et donc, à chaque fois, les organisateurs d'événements, chaque année, ils nous demandaient des prestations supplémentaires. Donc, il fallait qu'on se bouge pour trouver des bénévoles. Les bénévoles qui arrivaient, ils avaient un return de satisfaction assez important. Donc, ils amenaient eux-mêmes aussi d'autres personnes que eux connaissaient, que nous, on ne connaissait pas forcément, et qui sont devenus aussi des bénévoles chez nous. Et je pense qu'on dépasse, depuis 2004... tout en sachant qu'il y a des bénévoles qui ne viennent plus déjà depuis quelques années parce qu'ils sont devenus parents, parce que la vie. Oui, c'est ça, quoi. Mais je pense qu'on dépasse largement les 1000 personnes différentes qui sont venues œuvrer pour pouvoir arriver au résultat actuel. Hein. Et je n'ai pas parce que j'ai maintenant des gens vraiment surdoués qui s'occupent de tout ça, donc je suis incapable de dire le nombre actuel de bénévoles, mais on est à plusieurs centaines de bénévoles encore actuellement. Oui. Ça fait quelque chose, ça, quand même, non? Quand on crée, comme tu disais tout à l'heure, avec quelques membres de sa famille et quelques anciens administrateurs, on va dire, de l'association de parents, et puis se retrouver 20 ans après avec plus de 1000 bénévoles, un bâtiment de 500 mètres carrés. Et puis voilà, et puis quand on regarde un peu la somme qu'on a pu récolter en 20 ans, c'est... T'estimerais à combien? Exactement, je ne sais pas, mais on est à plus de 3 millions, ça c'est sûr. Oui. On a quand même, pendant plein d'années... payé sur fonds propres 2 équivalents temps plein. Et donc ça fait quand même déjà des dizaines de milliers d'euros chaque année. L'achat de terrain, 53 mètres carrés 53 mètres carrés, 53 hectares. Non, 5,2 hectares. 5,3 hectares, oui. Et oui, non, ça c'est le terrain nous a coûté 150 000 euros déjà. Les serre-tunnels, c'était pas donné non plus. Hein. Il faut compter à peu près un bon 20 000 euros par serre. Le rucher aussi a coûté cher. Enfin voilà, mais notre force, ça a été ça. On rentrait suffisamment d'argent pour ne pas devoir non plus faire de prêt à la banque. Donc on n'a jamais eu de prêt à la banque, sauf maintenant, parce qu'il y a le bâtiment et que ça, on ne peut pas y couper, quoi. Parce que, on avait encore, au début de la construction, 400 000 euros sur le compte, mais le bâtiment coûte 2 millions d'euros, quoi. Donc il faut encore rembourser maintenant 1 600 000 euros. Et ça, il n'y avait pas les liquidités, malheureusement, pour payer tout ça. Pas assez, non. Mais voilà, le comité événement que j'ai mis en place produit ses effets. Hein. Ce sont des gens qui sont compétents à tous les niveaux, et donc le fruit de leur travail, il est remarquable et remarqué. Donc, voilà. Je dirais la même chose d'Anis, notre directrice, et de tout le personnel éducateur. Rien que de voir les étoiles dans leurs yeux, hein, même aux éducateurs. Ça fait très chaud au cœur.
parce que finalement, les éducateurs ont suivi tout le projet aussi, Oui. pratiquement tous en tout Ouais, cas, ouais, ouais. depuis le début de la construction. C'est Et donc, ça. ils arrivent presque comme des... Pas comme des seigneurs, mais Non, ouais, 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 comme c'est un beau cadeau qu'on leur fait ici aussi pour eux aussi, pour les, ouais, ouais, les tout à fait, bénéficiaires, tout à mais fait. également pour le personnel. Ouais, Quoi. ouais. Et de nouveau, la bonne étoile, là, qui est quand même au-dessus de la SBL depuis toujours. Euh, Parmi les éducateurs, on a des éducateurs qui ont une spécialisation en maraîchage, par exemple. Ok. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Oui, oui. Donc ça veut dire que ces gens-là ont été malins à un moment donné de dire, tiens, moi je vais un peu Mhm. m'intéresser à ça. Et puis ils sont arrivés chez nous et évidemment c'est un soutien et une aide C'est ça. incroyable. Hein. Tu parlais tout à l'heure du hasard des rencontres, mais finalement, ces gens-là n'ont pas été mis pour rien. Ah, si on se revient à la religion, justement, en même Oui, temps oui. d'éducation religieuse, mais on dit qu'il n'y a pas de hasard non plus et que Oui, mais Dieu les a mis sur notre chemin. Alors, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, ils ont Ouais, été ouais. sur le chemin au moment de la Ouais. quadrine et c'est pas pour Ouais. rien non plus, tous ces gens. Mon papa m'a toujours dit aussi que le hasard c'était le nom de guerre de Dieu. Ah. Donc Ben voilà, ça aide. ça aide. Et donc, pour les auditeurs ici, qu'est-ce que tu dirais qui est important pour toi de se poser comme question ou d'avoir comme motivation pour créer demain une association à l'heure actuelle, en tout cas. Ouais, bah, pour que ça ait des chances vraiment de marcher à long terme, et c'était ça aussi le but, hein, il fallait que ça dure dans le temps, mais je pense qu'il faut que ce soit fondé. Et donc, toutes les personnes qui pensaient devenir riches en s'occupant de cadres se sont écartées très rapidement parce que ce n'était pas le but recherché. Quoi. Nous, on a vraiment voulu, nous, faire un cadeau à d'autres qui ne pouvaient pas se l'offrir par eux-mêmes, par leur travail. Et c'était un cadeau qui leur était absolument nécessaire, vital même, hein, pour pouvoir s'épanouir. Mhm. On l'a mis d'ailleurs dans le cadre, hein, c'est pour Épanouissement, pouvoir... Et le E. l'épanouissement, c'est important. Et donc, voilà, il y a moyen, il faut rester sérieux, honnête, tout le temps, et ça marche. Et la preuve, c'est que ça a marché chez nous. Mhm. Juste pour allez, 3 petites dernières questions hein, pour la fin de cette interview. D'après toi, quel est le pire souvenir que tu as eu durant les 20 ans de la SBLK? Tu vois, le genre de truc où tu te dis, ouais, là, c'était chaud à gérer, quoi. Je préfère... Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a juste eu un moment où un bénévole a été vraiment très, très malhonnête et il a vendu des choses en black au Formule 1. Là, on a risqué notre place en tant qu'association travaillant pour le Spa Grand Prix. Là, ça aurait été catastrophique, Ah évidemment, oui, j'imagine. oui, on a dû aller Des milliers de défendre. pertes. Donc ça, c'est le pire souvenir certainement au niveau de la SBL. Le plus difficile au niveau de moi personnellement, c'est même si je sens que les gens sont reconnaissants, c'est, et je pense que tu l'as vécu déjà une fois, c'est que quand il s'agit du moment où on doit dire merci à tout le monde, le président, lui, n'est jamais remercié. Tout à fait. C'est vrai que je l'ai vécu. Oui, et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant les 20 ans. Mhm. Et c'est un peu lourd, mais enfin, voilà. Mais tu as eu un beau merci quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, le meilleur souvenir, peut-être pour finir sur du positif quand même, le truc où tu te dis, si on devait retenir qu'une chose de tout ça, ce serait ça. Il y en a plein aussi, hein, mais le dernier en date, c'est ma fille Camille qui revient à la maison après son premier jour dans le centre en dur, hein, donc dans le nouveau bâtiment, et qui revient à la maison sur le coup de 17h et qui me dit « Papa, on a pu aller faire pipi sur des vrais OIC. » Avec un sourire qui lui Et fait des dans le étoiles dans visage. les yeux Oh aussi, là quoi. là là là. C'était terrible, terrible. Et puis voilà, leur sourire à chaque fois qu'ils rentrent à la maison maintenant, on sent que c'était vraiment... ils ont quand même joué à Manon des Sources pendant des années. Hein, dans les containers bureaux, ça ne devait pas être facile. Donc voilà, maintenant c'est vraiment chouette. Maintenant, il faut que ça continue, en tout cas. Et alors maintenant, donc, ton épouse, à l'époque à qui tu avais adopté tes Oui. enfants, est malheureusement décédée. Oui, Tu t'es remarié avec Isabelle. avec Isabelle. Ouais. Et vous avez eu... Et on a maintenant Maëlys Maëlys. qui vient d'avoir 13 ans là, maintenant déjà. Ouais. Donc la vie a continué aussi à évoluer, à grandir Tout à fait. et entraîner toute la famille avec toujours. Ah oui, mais- oui. Donc Si, finalement, c'est beau de créer une association, c'est pas toujours facile. Voilà. En fait, il faut bien se dire que pendant des années et des années, j'avais 2 emplois. J'avais mon emploi à la SNCB, mais je faisais aussi certainement 8 heures par jour
pour finaliser tout ce qu'il y avait à finaliser. On essayait de faire des économies avec tout, donc tout ce qui était comptabilité, on faisait tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, avant de trouver un comptable qui nous l'a fait gratuitement dans un premier temps, et puis voilà, toutes les choses évoluent, et c'est tous azimuts, quoi. C'est à tous les niveaux qu'il faut essayer de régler le problème. Mais c'est une richesse. Oui, tout à fait. Et puis voilà, et le hasard, comme on disait tout à l'heure, la camionnette qui fait le ramassage pour le moment, c'est un cadeau qui a été fait d'une association bruxelloise, parce qu'à Bruxelles, on ne pouvait plus rouler avec ce véhicule-là qui était trop vieux, etc. Donc, on n'a pas payé ce véhicule, on a juste remis en ordre, et puis on le revendra encore quand on en aura plus besoin. Et donc, c'est que du bonheur. Ok. Un petit mot pour la fin ? Je vais remercier toutes les personnes qui doivent être remerciées. Et il y en a un paquet, donc je vais citer personne, sauf toi peut-être, parce que tu t'es engagé pour un moment. Voilà. Et donc, et puis comme ça, je sais que je t'ai remercié, ça me fait plaisir. Et donc, non, voilà, merci à tous ceux qui sont intervenus pour rendre ça possible, tous ceux qui continuent et qui continueront à œuvrer pour que ça continue. Et si j'ai un rêve à faire, c'est de trouver quand même, parce que je continue à faire du lobbying pour essayer de trouver des fonds, pour accélérer un peu le remboursement, qui doit encore durer 19 ans, je pense. C'est ça. Et j'aimerais bien être toujours vivant dans 19 ans pour voir le centre évoluer avec le montant colossal qu'on rembourse tous les mois, et que la SBL puisse consacrer cet argent-là au confort des jeunes dans le bâtiment. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien vivre pendant quelques mois pour voir. Parce que il faut rester en vie au moins encore 20 ans. Ouais. Allez, on y croit. Merci en tout cas pour ta présence. Merci aussi à toi. Et puis, on se retrouve de toute façon sur les autres épisodes de ce podcast.